Je m'appelle Caroline et je vous raconte cela depuis une petite maison tranquille avec un petit jardin à 3200 km de ce que j'appelais autrefois ma maison. Dans 3 heures, mon mari Robert va se réveiller. Il trouvera les papiers de divorce sur la table de la cuisine, juste à l'endroit où il laisse habituellement sa tasse de café. À côté de ces papiers se trouveront suffisamment de preuves pour non seulement mettre fin à notre mariage, mais aussi pour briser la réputation immaculée que lui et ma sœur ont si soigneusement forgée dans notre communauté. Ma sœur, Bérénice, eh bien, elle se réveillera pour découvrir que son poste lucratif de gestionnaire de compte dans mon entreprise n'existe plus. Mes enfants, Gauthier et Sylvie, se réveilleront face à la dure réalité que leurs fonds universitaires ont disparu et que la vie facile qu'ils ont toujours connue est terminée. Et moi? Je recommencerai à zéro, libéré d'eux jusqu'au dernier. Mais laissez-moi commencer par le début. Vous devez comprendre l'image complète. J'ai 38 ans, où j'en avais quand tout cela a commencé. J'ai été marié pendant 19 ans, depuis que j'étais pratiquement une enfant. J'ai rencontré Robert à l'université, et je suis tombée follement amoureuse. Il était charmant, beau, l'âme de la fête. J'étais la personne calme et ambitieuse. J'ai bâti mon agence de marketing et de relations publiques à partir de rien, je l'ai lancée dans une chambre d'amis avec seulement un ordinateur portable d'occasion et beaucoup de crans, vivant de nouilles instantanées et d'une détermination pure. Maintenant, c'est une entreprise de plusieurs millions d'euros avec des clients dans tout le pays. Pendant que je travaillais 80 heures par semaine, mon mari Robert restait à la maison pour élever nos 2 enfants. C'était un accord que nous avions conclu. Je construirais l'empire et il gérerait le front domestique. Notre fils Gauthier a 17 ans. Notre fille Sylvie a 15 ans. Ma jeune sœur Bérénice travaillait pour moi. Je lui ai donné un emploi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Fraîchement sortie d'un divorce compliqué sans réelle compétence. Je l'ai formée, encadrée, et elle est finalement devenue directrice de compte senior. De l'extérieur, nous étions la famille modèle de la réussite. Nous avions la grande maison dans une banlieue agréable, celle que j'avais conçue moi-même avec l'architecte. Nous avions les dîners du dimanche où tout le monde riait, Robert racontant des histoires sur les dernières bêtises des enfants, Bérénice se plaignant avec humour de ses clients impossibles. Nous avions les vacances exotiques en famille, une semaine à Hawaï chaque printemps, du ski à Aspen pour Noël, tout cela payé par le succès de mon entreprise. Je me souviens d'un voyage à Maui il y a quelques années. Je venais de conclure le plus gros contrat de ma carrière. Je les ai tous surpris avec des billets en première classe. Je me souviens avoir regardé Robert et Bérénice rire alors qu'ils essayaient de surfer avec les enfants qui les encourageaient depuis la plage. J'ai pris une photo de ce moment. Les 4, en silhouette contre le coucher de soleil, semblant si heureux, si parfaits. Je pensais, c'est pour ça que tout ce travail acharné. En regardant cette photo maintenant, je réalise que j'étais la seule à ne pas être sur la photo. J'étais toujours celle derrière l'appareil photo, celle qui finance le cliché. J'étais l'architecte d'une vie dans laquelle je ne vivais même pas vraiment. Nous étions le paquet complet. Le rêve américain, poli jusqu'à un éclat élevé. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé à remarquer des choses, de petites choses, le genre de choses que l'on ignore parce que l'alternative est trop terrifiante à envisager. Au début, c'était Robert. Il a rejoint un club de tennis haut de gamme, un endroit dont je savais qu'il ne pourrait pas se payer si c'était lui qui payait. Il a commencé à acheter de nouveaux équipements de sport coûteux, et devenu obsédé par son régime alimentaire. Il ne se contentait pas de se mettre en forme, il se faisait désirable. Il a commencé à s'habiller différemment, pas négligemment, mais avec plus d'effort. Comme s'il essayait d'impressionner quelqu'un. Un après-midi, je suis passé au club pour le surprendre, peut-être jouer quelques balles. Je l'ai trouvé sur la terrasse en train de rire avec un groupe de personnes, et quand il m'a vu, son sourire a vacillé une seconde. Il m'a présenté, bien sûr, mais il semblait troublé, impatient que je parte. J'ai mis cela sur le compte du fait qu'il était dans son élément avec ses nouveaux amis et que j'étais une intrue. Ensuite, ma sœur Bérénice a commencé à se montrer plus souvent. Elle passait après le travail pour discuter de projets, même si nous avions déjà tout couvert au bureau. Elle et Robert s'asseyaient dans la cuisine buvant mon vin, riant de blagues internes alors que j'étais à l'étage essayant de me détendre après une longue journée. Je descendais chercher de l'eau et leur conversation s'arrêtait net. « Oh, Caroline, nous parlions juste du comte Henderson », disait Bérénice un peu trop vite. Je parcourais mes relevés de cartes de crédit et voyais de petites dépenses,
des choses qui ne s'additionnaient pas tout à fait. Un café pour deux dans un petit café de l'autre côté de la ville un mardi matin. Déjeuner dans une boutique près de l'appartement de Bérénice un jour où Robert était censé faire des courses. Je lui demandais et il avait toujours une excuse plausible. Oh oui, j'ai rencontré Bérénice là-bas pour lui donner des dossiers qu'elle avait oubliés à la maison. Tout avait un sens si vous ne vous laissiez pas trop réfléchir. Et les enfants? Les enfants ont commencé à agir bizarrement autour de moi. Une froideur s'est installée que je ne pouvais pas identifier. Les conversations s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. Je demandais, de quoi parlez-vous, les amis? Et c'était toujours la même réponse de Gauthier, oh, rien, maman. Une histoire de rien du tout. Une nuit, j'ai surpris Sylvie au téléphone dans sa chambre. Elle chuchotait, non, il ne peut pas parler maintenant. Elle est à la maison. Je suis resté figé dans le couloir, le cœur battant la chamade. Quand elle est sortie, j'ai demandé à qui elle parlait. Juste une amie de l'école, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Maintenant, je ne suis pas idiote, mais je ne suis pas non plus paranoïaque. Je suis une solutionneuse de problèmes. Je vois une situation. Je trouve une explication logique. Alors, j'ai tout expliqué. Robert avait un coup de milieu de vie, il voulait se sentir jeune et attirant à nouveau. Très bien pour moi. Bérénice avait probablement des problèmes avec son propre mari, Walter, et s'appuyait sur son beau-frère pour obtenir du soutien. Peu importe. Les enfants étaient juste des adolescents, secrets et maussades. J'avais une entreprise à diriger, une paie à honorer, des clients à satisfaire. Je n'avais pas le temps de jouer à la détective à propos de chaque petite bizarrerie dans ma propre maison. C'était mon erreur. Mon plus grosse erreur, ne pas être assez paranoïaque. La vérité est apparue il y a 2 semaines, et ce n'était pas une confrontation dramatique. C'était calme et banal, et c'est arrivé par pur hasard. Mon fils Gauthier m'a demandé d'emprunter ma tablette. Il a dit qu'il avait égaré la sienne. Je savais que je l'avais vu plus tôt dans la journée dans sa chambre, sur son bureau sous une pile de manuels scolaires, alors je suis monté dans sa chambre pour la prendre. La chambre était en désordre, comme d'habitude. Des vêtements par terre, des livres partout. Pendant que je la cherchais, j'ai renversé une pile de livres près de sa table de chevet. Caché derrière eux, presque entièrement dissimulé, se trouvait un vieil iPhone. Ce n'était pas son téléphone actuel. C'était un ancien modèle, que je n'avais pas vu depuis des années. C'était juste bizarre. Mon premier instinct a été de le remettre en place, de ne pas y toucher. C'était son espace privé. Mais quelque chose m'a fait le prendre. Une petite voix au fond de ma tête que j'ignorais depuis 2 ans m'a finalement crié dessus. Ma main tremblait légèrement lorsque j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Il s'est allumé. Il avait encore de la charge et il était déverrouillé. Pendant une seconde, j'ai simplement fixé l'écran, mon cœur battant contre mes côtes. Je pouvais encore faire marche arrière. Je pouvais poser le téléphone, m'éloigner et continuer à vivre dans mon illusion confortable et ordonnée. Mais je savais que je ne pouvais pas. Je devais savoir. J'ai ouvert l'application de messagerie. Ce que j'ai trouvé sur ce téléphone n'a pas seulement brisé mon cœur. Ça l'a vaporisé. Il a pris tout ce que je pensais savoir sur ma vie, ma famille, ma propre réalité, et l'a réduit en poussière. 2 ans de messages. 2 ans entre mon mari Robert et ma sœur Bérénice. Ce n'était pas juste une liaison passagère. Ils étaient amoureux. Ils planifiaient un avenir. Ils parlaient constamment de moi, pas avec colère, mais avec un mépris froid et méprisant. J'étais un obstacle. J'étais la machine à argent qui finançait leur future vie ensemble. J'ai lu des messages où ils se moquaient d'une robe que j'avais portée à un dîner d'entreprise. J'ai vu des textos où Robert se plaignait de devoir jouer le mari aimant quand j'étais stressé par le travail. Il faut juste jouer le mari aimant un peu plus longtemps jusqu'au lancement de la nouvelle gamme de produits, disait l'un de ces textos. Ensuite, le paiement du divorce sera énorme. Nous pourrons enfin acheter cette maison à Napa. Réponse de Bérénice, pense juste au vignoble. Garde cette idée en tête. Il y avait des centaines de photos. Des centaines, dans mon lit, sur mon canapé, dans sa voiture, celle que je lui avais achetée pour ses 40 ans.
Il y avait même des photos prises dans mon bureau au travail un week-end où j'étais parti à une conférence. La pure arrogance de cela m'a coupé le souffle. Il riait, trinquait avec mon champagne du mini-réfrigérateur du bureau, assis dans mon fauteuil. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, ce sont les messages avec mes enfants. Ils savaient. Ils savaient depuis plus d'1 an. Et ils n'étaient pas seulement des observateurs silencieux. Ils étaient des participants actifs. Mon fils Gauthier, celui que j'ai appris à faire du vélo, celui dont j'ai pensé chaque égratignure, il était dans le coup. Il y avait des textos de Robert, « Salut mon gars, Bérénice vient. Peux-tu t'assurer que les images de la caméra de l'allée de 14h à 16h soient supprimées ?» Réponse de Gauthier, « Compris, papa. » Ma fille Sylvie. Ma petite fille. Elle était la Libye. J'ai trouvé des messages de Bérénice, « Salut, ma chérie. Si ta mère demande, j'étais à ton entraînement de soccer jusqu'à 18h. D'accord ? Et Sylvie mentait pour eux. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'étais rentré à la maison et où j'avais demandé où était Robert, et elle me regardait droit dans les yeux et disait, « Oh, papa était à mon entraînement jusqu'à 18h. » Pendant ce temps, une photo horodatée sur ce téléphone montrait mon mari et ma sœur ensemble dans un hôtel à 16h30. Ils avaient tout un système, des mots de code, des signaux d'avertissement pour quand je rentrais plus tôt. Mes propres enfants étaient des guetteurs pour l'aventure de leur père avec leur tante. Je suis resté assise sur le sol de mon fils pendant ce qui a semblé être une éternité, mais c'était probablement 1 heure. J'ai juste fait défiler. Mon esprit est devenu vide. J'avais l'impression de flotter en dehors de mon propre corps, regardant cette femme découvrir l'épave de sa vie. J'ai utilisé mon propre téléphone pour prendre des photos de tout, chaque message, chaque photo. Mes mains ne tremblaient même pas. Je ne pleurais pas. Je ne ressentais rien. C'était comme regarder un film sur la vie tragique et pathétique de quelqu'un d'autre. Le choc était si profond. C'était comme une anesthésie totale du corps. Quand j'ai finalement réussi à me lever, mes jambes semblaient ne pas m'appartenir. J'ai remis l'ancien iPhone exactement là où je l'avais trouvé, derrière les livres. Je suis descendu. La scène dans ma cuisine était si grotesque et normale qu'elle ressemblait à quelque chose d'un film d'horreur. Mon mari était à la cuisinière, fredonnant au rythme de la radio, préparant mon plat de pâtes préféré. Ma sœur était assise au comptoir de la cuisine, sirotant un verre de mon chardonnay, consultant son téléphone. Mes enfants étaient à table, faisant semblant de faire leurs devoirs. Une soirée de famille parfaite. « Salut chérie », a dit Robert en me souriant. Ce sourire facile et charmant que j'aimais tant. Le dîner est presque prêt. Je lui ai souri en retour. J'avais l'impression que mon visage se fissurait. Je me suis approché, lui ai donné un baiser sur la joue. Sa peau était chaude. Je n'ai rien ressenti. J'ai pris un verre de vin et me suis assise juste à côté de ma sœur. « Comment s'est passée ta journée de travail, sœur ?» a-t-elle demandé, sa voix pleine de fausse inquiétude. « Bien, ai-je dit. » Ma voix semblait même normale. J'ai conclu l'affaire Henderson. « Oh, Caroline, c'est incroyable !» Elle a crié en me serrant le bras. Son contact ressemblait à une araignée rampant sur ma peau. Nous avons mangé ensemble. Robert a servi les pâtes. Je les ai regardés tous manger la nourriture que j'avais payée dans la maison que j'avais payée, vivant une vie que j'avais payée pendant qu'ils complotaient pour me détruire. Nous avons parlé de choses normales, des projets pour le week-end à venir. La remise des diplômes de Gauthier était dans quelques mois. Sylvie avait un rôle dans la pièce de théâtre de l'école. Sylvie m'a montré un dessin de son cours d'art. C'était une image de notre famille, nous sourions tous. Je lui ai dit que c'était magnifique, et ma voix n'a même pas tremblé. Je regardais ma fille, ma petite fille, et je ne la reconnaissais pas. Elle était une étrangère, une complice. Juste un dîner de famille normal. Sauf que maintenant, je savais. Je savais que chaque sourire était faux. Chaque rire était un mensonge. Chaque « je t'aime maman » était une foutue insulte. Plus tard dans la nuit, dans notre chambre, Robert a initié des rapports sexuels. C'était la première fois depuis des mois qu'il montrait un réel intérêt. Et je l'ai laissé faire. J'ai joué le jeu. J'étais engourdi, détaché. Une actrice jouant un rôle. Tout ce temps, je ne pensais qu'à eux,
à lui et à ma sœur dans ce lit. Notre lit. Je me demandais combien de fois ils avaient été ici pendant que j'étais en voyage d'affaires pour conclure un marché afin de payer leur vie. Quand nous avons eu fini, il s'est retourné et s'est blotti contre moi. Il a murmuré, « Je t'aime ». J'ai fixé le plafond sombre. « Je t'aime aussi », ai-je menti. Il s'est endormi quelques minutes plus tard, la tête sur ma poitrine, respirant profondément. Il semblait si paisible, si innocent, et moi, je suis resté allongé, fixant le plafond jusqu'à ce que le soleil se lève. L'engourdissement s'estompait, et quelque chose d'autre prenait sa place. Quelque chose de froid, de dur et déguisé. Je n'étais plus une victime. J'étais une planificatrice et j'étais sur le point de planifier la démolition de leur petite vie parfaite. Beaucoup de gens, peut-être même certains d'entre vous qui écoutez, diraient probablement que j'aurais dû les confronter sur le champ, crier, pleurer, lancer des objets, tout régler. J'y ai pensé. J'ai imaginé descendre avec ce téléphone, le jeter sur la table et regarder leur visage s'effondrer. Mais ensuite quoi? Une dispute sale et laide, des dénégations, des mensonges. Robert m'aurait traité d'hystérique. Bérénice aurait joué la victime. Il m'aurait fait du gaslighting, m'aurait dit que j'étais folle, que j'interprétais mal les choses. Ils auraient retourné la situation et d'une manière ou d'une autre, cela serait devenu ma faute. Le classique, tu n'étais jamais à la maison. Tu étais toujours en train de travailler pour compenser. Non. J'ai appris une chose en dirigeant une entreprise pendant 15 ans. Quand vous frappez une fois et vous faites en sorte que ça compte. Vous rassemblez vos informations, vous élaborez une stratégie et vous l'exécutez sans faille. Vous n'entrez pas dans une négociation en criant. Vous entrez avec tout le levier. Et j'avais tout le levier. Les 2 semaines qui ont suivi cette nuit ont été une leçon de maître dans la vie d'une double vie. En surface, j'étais la même Caroline. Stressée par le travail, mais une épouse et une mère aimante. En dessous, j'étais une architecte de la ruine, travaillant avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis les débuts de mon entreprise. Ma première action a été de trouver un avocat. Je n'ai pas trouvé n'importe quel avocat. J'ai passé 2 jours entiers à rechercher, vérifier et interviewer 3 des avocats de divorce les plus impitoyables de l'État. Le premier que j'ai rencontré était un homme qui n'arrêtait pas de me tapoter la main et suggérait des séances de conseil. Le mariage est un marathon, Caroline, a-t-il dit avec condescendance. Je suis parti après 10 minutes. Le second était une femme qui semblait plus intéressée par ses heures facturables que par mon dossier. Puis j'ai rencontré Catherine. C'était une femme dans la soixantaine avec des yeux qui pouvaient couper le verre et une réputation d'éviscérer les conjoints infidèles au tribunal. Je suis entré dans son bureau, lui ai exposé l'histoire et lui ai montré les photos sur mon téléphone. Elle n'a pas offert de sympathie. Elle a juste souri, un sourire fin et aiguisé, et a dit « Oh, c'est bien. C'est très, très bien. » Il s'avère que mon État a toujours des lois sur l'adultère qui comptent beaucoup dans les procédures de divorce, surtout en ce qui concerne la répartition des biens. Ces photos que j'ai prises, de l'or. Le fait que ma sœur était mon employée et qu'elle et mon mari avaient utilisé la propriété de l'entreprise, sa voiture de fonction, son téléphone de fonction pour leur aventure, encore mieux. Catherine a appelé cela un cadeau. Cela les exposait à des réclamations civiles potentielles de la part de mon entreprise pour utilisation abusive des ressources de l'entreprise et rupture de devoirs fiduciaires. Avec Catherine me guidant, j'ai commencé à démanteler méticuleusement la vie financière que nous avions construite ensemble. Tranquillement, méthodiquement. Au milieu de la nuit, après que Robert se soit endormi, mon bureau à domicile est devenu ma salle de guerre. Premièrement, j'ai remboursé toutes nos cartes de crédit conjointes jusqu'à un solde nul, chacune d'entre elles. Ensuite, j'ai appelé chaque entreprise et fermé les comptes. La raison que j'ai donnée était la consolidation financière. Le lendemain, je suis allé au département des ressources humaines de mon entreprise et j'ai fait rediriger mon dépôt direct vers un nouveau compte bancaire individuel à mon seul nom. C'était un grand pas. Le salaire qui finançait tout leur style de vie était maintenant isolé d'eux. J'ai commencé à déplacer de l'argent. Je ne pouvais pas simplement vider nos économies conjointes sans éveiller les soupçons. Alors, j'ai commencé à accorder une série de prêts légitimes à une société écran détenue par un ami de confiance de l'université. J'ai rédigé moi-même les documents. Sur papier, c'était un investissement commercial solide. En réalité,
C'était moi qui sécurisais mon capital avant la démolition. Je suis rentré un soir et j'ai annoncé que je vendais mon bateau et la précieuse voiture de sport de Robert. Il était horrifié. Mais pourquoi, Caroline? J'adore cette voiture. Nous avons tellement de bons souvenirs avec le bateau. J'ai feint l'anxiété, me frottant les tempes. J'ai même pratiqué un air angoissé en conduisant en rentrant. Chérie, je suis juste tellement inquiète pour le marché. Je pense que nous devons être plus responsables financièrement, réduire nos luxes. Nous devons économiser davantage. Cela me rend juste plus en sécurité. À ma grande surprise, il y a cru. Il m'a même passé le bras autour de moi. L'image d'un mari attentionné. Bien sûr, chérie. Je ne réalisais pas que tu étais si stressée. Tout ce qui te rend plus en sécurité. Oh, je parie qu'il était solidaire. Moins de dettes pour lesquelles il devait s'inquiéter quand lui et Bérénice pensaient qu'ils allaient s'enfuir vers le soleil couchant avec la moitié de mon entreprise. J'ai liquidé l'intégralité de notre portefeuille d'investissement conjoint. Le marché est sur le point de s'effondrer, Robert. Crois-moi, mon instinct me dit de me retirer maintenant. Lui, qui ne savait pas distinguer une action d'une obligation, a simplement acquiescé. Mon mari pensait que je traversais une sorte d'épisode d'anxiété financière. Il n'avait aucune idée que je me préparais à la guerre. Ensuite, l'entreprise. C'était plus délicat. Je ne pouvais pas simplement licencier Bérénice sans trahir mon jeu. Alors, j'ai fait quelque chose de mieux. Je l'ai promue. Je lui ai donné un nouveau titre élégant, directrice des opérations clients. Cela s'accompagnait d'une petite augmentation de salaire, mais d'une plus grande responsabilité. Plus important encore, cela s'accompagnait d'un nouveau contrat d'emploi rédigé par le bureau de Catherine. Cachés dans les petits caractères se trouvaient des clauses qui la rendaient personnellement responsable des pertes majeures de clients ou des ruptures de contrat. J'ai commencé à lui confier les comptes les plus difficiles et les plus exigeants. J'ai également commencé à documenter tout. Chaque date limite manquée, chaque plainte de client, chaque déjeuner prolongé. Il y en avait beaucoup. Et ma vie de famille, j'ai continué à jouer le rôle. J'étais l'épouse et la mère parfaite. J'ai initié des dîners de famille. J'ai interrogé les enfants sur leurs devoirs. J'ai écouté Robert parler pendant des heures de ses matchs de tennis. Mon fils Gauthier est devenu un peu méfiant une fois. Il m'a trouvé dans le bureau tard un soir, fixant simplement une feuille de calcul. « Maman, tu sembles différente ces derniers temps », a-t-il dit, se tenant dans l'embrasure de la porte. « Tu travailles tout le temps. Tout va bien ?» La faible inquiétude dans sa voix m'a donné envie de hurler. J'ai forcé un sourire fatigué. Juste le stress du travail, mon pote. Un gros nouveau projet. C'est beaucoup de pression. Rien dont tu dois t'inquiéter. Il a échangé un regard avec sa sœur, Sylvie, qui était dans le couloir. Il pensait probablement que je devenais méfiante à leur égard. Bien. Laissez-les transpirer un peu. La dernière pièce du puzzle était la maison. Notre belle maison de 800 000 $ construite sur mesure. Elle était entièrement payée à nos deux noms. C'était ma plus grande vulnérabilité. Je ne pouvais pas leur laisser prendre la moitié. Alors, j'ai créé une opportunité. J'ai dit à Robert que j'avais rencontré une vieille connaissance lors d'un événement caritatif, un promoteur immobilier. Il a fait une offre sur la maison. Robert, une offre en espèces. C'est trop beau pour refuser. Nous pouvons réduire la taille de notre maison, investir les bénéfices, penser à notre avenir. C'est la décision intelligente. Il a d'abord hésité. Mais Caroline, cet endroit a tant de souvenirs. Oui, comme le souvenir de toi dormant avec ma sœur dans mon lit, espèce de déchet, ai-je pensé à voix haute. Parfois, il faut laisser le passé derrière soi pour avancer. Un nouveau chapitre pour nous. Il a fallu une semaine de persuasion, de lui montrer des feuilles de calcul avec des chiffres gonflés sur combien nous pourrions gagner, mais il a finalement accepté. Nous avons fait venir une agente immobilière. J'ai regardé Robert la charmer, lui faisant visiter la maison que j'avais conçue, soulignant les caractéristiques que j'avais choisies. J'ai dû aller dans la salle de bain et m'asperger le visage d'eau froide pour ne pas hurler. Nous avons signé les documents initiaux. La clôture était dans 30 jours. Il pensait que nous irions chercher une maison la semaine prochaine.
Il a même ramené des brochures pour des communautés fermées dans la ville voisine. Nous n'irons pas. Bérénice est passée le lendemain de la signature. Elle a fait le tour du salon en touchant les meubles. Es-tu sûre de vendre, sœur? Cet endroit est si spécial. Oui, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Parfois, il faut juste un nouveau départ. Elle a eu l'audace de me tapoter l'épaule. C'est vraiment courageux, Caroline. 3 semaines de plus. 3 semaines de plus de ce simulacre, puis j'allais tout mettre à feu et à sang. Et pour tous ceux qui s'inquiètent pour les enfants, ils ont fait leur choix. Ils ont choisi de me mentir tous les jours pendant plus d'1 an. Ils n'étaient pas des tout petits. Ils étaient assez grands pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont choisi leur camp. Maintenant, ils allaient devoir vivre avec ça. Les 6 dernières semaines ont été un flou de planification méticuleuse et de compartimentation. Je vivais une double vie et j'y devenais sacrément doué. Pendant la journée, j'étais l'épouse stressée mais aimante et la PDG. La nuit, après que tout le monde se soit endormi, j'étais sur mon ordinateur portable, mettant méthodiquement en place ma nouvelle existence. J'avais l'impression de planifier la campagne marketing la plus complexe de ma vie. Mais le produit était ma propre liberté. La mise en place était tout. J'ai trouvé un appartement incroyable dans une ville à 3200 km de là, un endroit avec de grandes fenêtres et une vue sur l'eau. J'ai embauché un designer d'intérieur à distance et l'ai entièrement meublé avant même d'y mettre les pieds. J'ai passé des heures en ligne à choisir tout, du canapé au couvert. C'était la première fois depuis des années que je prenais des décisions pour une maison qui était entièrement mienne sans avoir à consulter qui que ce soit. C'était une petite chose, mais c'était incroyablement libérateur. J'ai utilisé mes contacts professionnels pour décrocher un projet commercial majeur dans ma nouvelle ville, un contrat de conseil qui me tiendrait occupé et rentable pendant des mois. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires, obtenu un nouveau forfait téléphonique avec un nouveau numéro, de nouvelles cartes de crédit, une toute nouvelle identité financièrement parlant. Je me suis même inscrite à une salle de sport là-bas en ligne. J'étais en train de construire un canot de sauvetage pendant qu'ils faisaient tous la fête sur le Titanic. La clôture de la maison était prévue pour la semaine suivant mon départ. Robert pensait que nous allions emménager dans une location de luxe temporairement pendant que nous chercherions notre maison de rêve. Il était tellement excité. Il passait ses soirées à regarder des sites immobiliers, me montrant des manoirs que nous pourrions nous payer avec les bénéfices de la vente. Je hochais la tête et souriais, faisant des commentaires non engageants, alors qu'à l'intérieur, je comptais les jours. Faire les valises était une opération stratégique. Toutes mes affaires vraiment importantes, mes documents personnels, la montre de mon grand-père, les albums photos de famille, les vieux disques de mon père étaient emballés et expédiés dans des boîtes étiquetées fournitures de bureau et dossiers clients. Je les fais pièce par pièce sur plusieurs semaines. L'audace pure était ma couverture. Je faisais une boîte dans mon bureau à domicile juste devant lui et il voyait juste une femme occupée se préparant pour un déménagement. Je prends juste de l'avance, chérie, disais-je. Tu sais comme j'aime être organisé. Il n'a pas remarqué que les albums photos sur les étagères avaient été remplacés par des albums vides d'apparence identique que j'avais achetés dans un magasin d'artisanat. Il n'a pas remarqué que la montre coûteuse que je portais tous les jours était une réplique convaincante que j'avais achetée en ligne. La vraie était déjà dans un coffre-fort dans ma nouvelle ville. La nuit où j'ai emballé la vraie montre a été difficile. C'était celle de mon père. Il me l'a donnée quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire. En tenant son poids dans ma main, j'ai ressenti une vague de chagrin pour la famille que je pensais protéger, l'héritage que je pensais construire. Puis j'ai pensé à leur trahison, et le chagrin s'est transformé en résolution. Je l'ai enveloppée dans du papier bulle et l'ai mise dans la boîte. J'ai même acheté un tout nouvel ensemble de mes outils professionnels préférés et je les ai fait expédier au nouvel espace de bureau que je louais. Ils étaient complètement inconscients. La restructuration de l'entreprise a été la partie la plus délicate. Je ne pouvais pas simplement dissoudre mon entreprise sans soulever 1000 drapeaux rouges. Alors, comme je l'ai mentionné, j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai organisé une petite fête au bureau pour célébrer le nouveau titre de Bérénice en tant que directrice des opérations. Elle rayonnait, savourant l'attention, prononçant un petit discours sur sa gratitude pour mon mentorat et mon amour fraternel. J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le contrat qu'elle avait signé, celui que le bureau de Catherine avait rédigé,
la rendait personnellement responsable de toute erreur majeure. J'ai également commencé une enquête discrète sur ses notes de frais et j'ai découvert qu'elle utilisait la carte de crédit de l'entreprise pour des luxes personnels, des journées au spa, des dîners coûteux avec mon mari, même un voyage de fin de semaine. Et son alcoolisme, qui avait commencé par un verre de vin au déjeuner, avait escaladé. J'avais de multiples rapports d'autres employés indiquant qu'elle sentait l'alcool au travail. Tout était documenté. Ensuite, j'ai approché Regina, ma responsable de bureau. Regina travaillait avec moi depuis 15 ans, depuis le tout début. C'était une mère célibataire qui avait commencé comme mon assistante à temps partiel. Elle était loyale, brillante et travailleuse. Je l'ai appelée dans mon bureau un soir et j'ai fermé la porte. Je lui ai dit que j'allais faire des changements majeurs dans ma vie et que je voulais vendre l'entreprise. J'ai vu la panique dans ses yeux. Puis j'ai exposé mon offre, une vente légitime de 60% de la propriété de l'entreprise au profit d'elle, financée par l'entreprise elle-même. Cela ferait d'elle la propriétaire majoritaire et la PDG. La vente serait finalisée la semaine après mon départ. Je conserverai 40% en tant que partenaire silencieux, me garantissant un flux de revenus stable sans aucune implication. Elle a pleuré quand je lui ai dit. Elle a d'abord pensé que je plaisantais. Regina, lui ai-je dit, cette entreprise est mon bébé. Je ne la donne pas à n'importe qui. Je la donne à la seule autre personne qui l'aime autant que moi. Elle le méritait. Et les enfants? C'est la partie où les gens vont probablement me haïr, mais honnêtement, je m'en fiche. Ils recevaient exactement ce qu'ils méritaient, une dose de réalité. Les fonds universitaires de mon fils Gauthier, qui étaient substantiels, étaient dans un fonds fiduciaire avec seulement mon nom dessus. Je les ai liquidés, chaque centime. Il allait le découvrir de la manière la plus difficile quand il essaierait d'y accéder pour son premier paiement de frais de scolarité. Le 16e anniversaire de ma fille Sylvie approchait, et j'avais prévu de lui acheter une voiture neuve. Ce n'était pas le cas. Les cartes de crédit que j'avais payées, celles qu'ils utilisaient pour tout, de la restauration rapide aux nouveaux vêtements, devaient être coupées le jour de mon départ. Ils voulaient jouer à des jeux d'adultes avec des trahisons d'adultes. Bienvenue au prix d'adulte. L'univers m'a donné un dernier moment de clarification la semaine dernière. Je regardais un film avec Sylvie, juste toutes les deux. C'était une rare soirée tranquille. Son téléphone a vibré sur le canapé à côté d'elle. Elle y a jeté un coup d'œil et j'ai vu son visage devenir complètement blanc. « Tout va bien ?» ai-je demandé, gardant ma voix décontractée. « Oui, juste des drames d'amis » a-t-elle bégayé. Mais j'avais vu l'aperçu du message. C'était de Robert. Il disait « Bérénice vient de partir. Le chemin est libre. » Sylvie m'a regardé, les yeux écarquillés, essayant d'évaluer si je l'avais vu. J'ai juste souri, pris une poignée de pop-corn, et j'ai dit « Ces années d'adolescence, hein ? Tant de drames. » Elle a poussé un petit rire nerveux et a rapidement tapé quelque chose en réponse. J'ai vu l'écran de son téléphone avant qu'elle ne le détourne. Sa réponse était à ma sœur Bérénice. Elle disait « Tout est clair. Maman est ignorante. » Ignorante. C'est ce que ma petite princesse pensait de moi. Ce seul mot a solidifié chaque décision froide et dure que j'avais prise. Il y avait une autre personne à considérer dans tout ce bazar. Le mari de Bérénice, Walter. C'est un homme gentil, une personne vraiment bonne. Un professeur d'histoire au lycée qui aime son travail et adore ma sœur. Il n'avait aucune idée qu'il était marié à une ordure infidèle tout comme je l'étais. Alors, j'ai préparé un colis pour lui aussi. Tout, chaque photo, chaque message, chaque horodatage, un dossier complet et incontestable de la trahison. Il méritait de savoir quel genre de femme il avait épousé. J'ai organisé un coursier pour livrer ce paquet à son école le jour après mon départ. Alors, voici le plan pour demain. Je pars pour un voyage d'affaires le matin. Un vol matinal. Je ferai un bisou à mon mari. Je serrerai mes enfants dans mes bras. Je serrerai la main de ma sœur quand elle passera pour notre réunion hebdomadaire avant de me rendre à l'aéroport. Ce seront tous des adieux normaux pour ce qu'ils pensent être un voyage normal. J'ai même fait une petite valise d'appoint avec quelques changements de vêtements, que je laisserai dans ma voiture à l'aéroport. Sauf que j'ai déjà expédié mes vraies valises. Je voyage avec seulement un sac à dos. Ma nouvelle vie commence avec moins de bagages, littéralement.
Le dossier sera sur la table de la cuisine quand Robert se réveillera. À l'intérieur, les papiers de divorce, des captures d'écran imprimées des messages les plus accablants, des relevés financiers montrant tous les mouvements légaux que j'ai faits, et une clé USB avec chaque photo et chaque message que j'ai trouvé. Il n'y aura pas de longue lettre émotionnelle, pas d'explication, juste un seul post-it sur le devant. Il dira « Je sais tout. Ne me contactez pas, communiquez uniquement par l'intermédiaire de mon avocat. » Mon ancien téléphone sera dans le tiroir de la cuisine. Réinitialisation d'usine. Mon nouveau numéro est déjà actif et seulement 3 personnes l'ont, mon avocat, Regina et mon nouveau responsable immobilier. Au moment où ils liront cette note, je serai à 10 000 mètres d'altitude, volant vers ma nouvelle vie. Catherine s'occupera de tout. La vente de la maison se fera. Ils ne peuvent plus l'arrêter. Le divorce sera simple avec la montagne de preuves. Bérénice recevra sa lettre de licenciement par courrier recommandé avec un avis que toute tentative de contestation entraînera des poursuites pénales pour détournement de fonds grâce à son utilisation créative de la carte de crédit de l'entreprise. Et les enfants ? Ils le découvriront quand Robert ne pourra plus payer leur style de vie. Quand leurs fonds universitaires auront disparu. Quand ils réaliseront que leur mère n'est pas la sainte nitouche pathétique et ignorante qu'ils pensaient qu'elle était. Certains d'entre vous diront que je suis trop dur, qu'ils ne sont que des adolescents manipulés. Je dis, merde. Mon fils est à quelques mois de la majorité légale. Ma fille a fait des choix conscients chaque jour pour me mentir. Ils savaient que c'était mal. C'est pour ça qu'ils l'ont caché. Ils ont choisi leur père. Ils ont choisi leur tante. Ils ont choisi la tromperie. Maintenant, ils doivent vivre avec ces choix. Dans 36 heures, je serai dans mon nouvel appartement, dans ma nouvelle ville, commençant ma nouvelle vie. Et ils se tiendront au milieu de la tempête qu'ils ont créée. J'ai bâti ma vie à partir de rien une fois. Je le ferai à nouveau, mais cette fois, je le ferai sans serpent dans ma maison. Le vol était surréaliste. Pendant cette heure, j'étais en suspens, suspendu entre deux vies. Je n'ai pas regardé de film. Je n'ai pas lu. J'ai juste regardé par la fenêtre les nuages, le premier vrai silence que j'ai eu dans ma tête depuis des mois. La matinée avait été un flou de sourires forcés. L'étreinte que j'ai donnée à Sylvie semblait retenir un étranger. Gauthier m'a donné une brève accolade avec un bras avant de plonger son visage dans son téléphone. Robert m'a embrassé à la porte. Bon voyage, chérie. Appelle-moi quand tu atterris. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport en mode automatique, ma ville semblant étrangère dans le rétroviseur. J'ai laissé la voiture dans le parking longue durée, j'ai laissé le sac d'appât dans le coffre et je suis entré dans le terminal avec rien d'autre que mon sac à dos et un billet aller simple pour mon avenir. J'ai atterri à midi. À 12h30, alors que j'étais dans un taxi en route vers mon nouvel appartement, mon nouveau téléphone, celui avec le numéro que seules 3 personnes connaissaient, a commencé à vibrer. C'était Catherine, mon avocat. Le colis a été livré, a-t-elle dit, sa voix nette et professionnelle. Et le destinataire n'est pas content. Elle m'a dit que mon ancien téléphone, celui que j'avais laissé derrière moi, avait fait exploser le service de messagerie de son bureau. Au moment où je me suis enregistré dans mon nouvel immeuble, j'avais 47 appels manqués de divers numéros appartenant à Robert, Bérénice et mes parents. Je n'en ai répondu à aucun. Je me suis tenu au milieu de mon nouvel appartement, magnifiquement meublé et complètement vide, écoutant les bruits de la ville à travers ma fenêtre, et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La tempête se brisait, et j'étais en sécurité dans l'œil du cyclone. La merde n'a pas seulement frappé le ventilateur. Elle a frappé tous les ventilateurs dans un rayon de 16 km. Selon Catherine, qui avait une certaine satisfaction sinistre dans sa voix alors qu'elle racontait les événements des jours suivants, Robert a trouvé le dossier vers 7 heures du matin quand il est allé faire du café. Son premier appel a été à son bureau, criant, pleurant, exigeant de savoir où j'étais. Bérénice est arrivée à la maison vers 8 heures du matin, probablement convoquée par un appel frénétique de Robert. Apparemment, la dispute qui a éclaté entre eux était légendaire. Catherine avait une source, une voisine curieuse qui était une ancienne cliente et qui a rapporté une bagarre massive sur la pelouse avant. Accusation, récrimination, tout le spectacle l'est. La voisine a appelé la police, signalant un trouble domestique. Magnifique. Les deux amoureux, se retournant enfin l'un contre l'autre quand la machine à argent a disparu. Cet après-midi-là,
Mon fils Gauthier a essayé d'accéder à son fonds universitaire pour verser un acompte pour sa chambre au dortoir de l'université d'État dans laquelle il avait été si fier d'entrer. Surprise, connard. Le compte était vide. Catherine a dit qu'il avait appelé son bureau complètement déconcerté, demandant s'il y avait eu une sorte d'erreur bancaire. Elle lui a informé qu'il n'y avait pas d'erreur. Les fonds, qui étaient uniquement à mon nom, avaient été légalement retirés par moi. Il a apparemment commencé à pleurer au téléphone avec elle. Ma fille Sylvie a eu sa dose de réalité à la cafétéria de l'école. Elle a essayé d'acheter le déjeuner et sa carte de débit a été refusée. Bienvenue dans le monde réel, princesse. Ses amis ont dû lui avancer l'argent. L'humiliation ne faisait que commencer. Les conséquences immédiates n'étaient que le début. Le colis que j'ai envoyé à Walter, le mari de Bérénice, a été livré au lycée où il enseigne. Il l'a ouvert pendant sa pause déjeuner. Il ne l'a pas seulement quitté. Il est allé jusqu'au bout. Il a tout publié, les messages, les photos, toute l'histoire sordide sur sa page Facebook. Il a écrit un long message déchirant sur la trahison, sur la confiance, et sur les 2 personnes qui avaient détruit sa famille. Il a tagué Robert. Il a tagué Bérénice. Il a tagué notre groupe communautaire local. Toute la ville savait en quelques heures. Robert et Bérénice ont essayé de contrôler les dégâts. Ils ont publié quelques conneries vagues sur le fait de traverser une période difficile et ont demandé de l'intimité. Cela a été accueilli à peu près comme on pouvait s'y attendre lorsque tout le monde dans votre cercle social a déjà vu des captures d'écran de vous dans le lit de votre belle-sœur. Les sections de commentaires étaient un bain de sang. La situation au travail a explosé le lendemain matin. Bérénice a eu l'audace de se présenter au travail comme si de rien n'était. Regina, ma responsable loyale et maintenant la nouvelle propriétaire majoritaire, l'attendait. Elle a fait escorter ma sœur par la sécurité hors du bâtiment où elle avait l'habitude d'entrer comme si elle possédait l'endroit. Bérénice a crié à propos de licenciement abusif. L'avocat de l'entreprise, déjà préparé par Catherine, a rapidement mis fin à cela avec le dossier documentant son utilisation abusive des biens de l'entreprise et son alcoolisme au travail. Le meilleur ? Elle se vantait de sa grande promotion et de son nouveau salaire de direction auprès de tous ceux qui voulaient l'entendre. Elle avait même contracté un prêt pour une nouvelle voiture de luxe basée sur ce salaire. Maintenant, elle était au chômage, sur le point de divorcer et noyée sous la dette. On adore voir ça. José, si tu écoutes encore, s'il te plaît, aide-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous, pour que je sache que tu m'as mis un j'aime et que tu es avec moi dans ce voyage. Ton soutien est un grand encouragement pour moi. S'il te plaît, commente avec le chiffre 1 et laisse-moi te raconter le reste de mon histoire. Les semaines qui ont suivi l'explosion ont été un étrange mélange de manœuvres juridiques et de reconstruction personnelle. Pendant qu'il vivait l'humiliation publique et le chaos financier que j'avais orchestré, je reconstruisais tranquillement ma vie à 3200 km de là. J'ai passé la première semaine à simplement être. J'ai exploré mon nouveau quartier, trouvé un petit café où le barista connaissait ma commande dès le 3e jour, et j'ai fait de longues promenades au bord de l'eau. Je décompressais après 2 ans à retenir mon souffle. Le divorce était, selon les mots de Catherine, l'accident de train le plus propre et le plus rapide que j'ai jamais vu. L'avocat de Robert, un gars astucieux en costume coûteux, a essayé de se battre. Bien sûr, ils ont essayé d'affirmer que j'avais abandonné la famille, que Robert méritait la moitié de tout, plus une pension alimentaire significative pour ses années en tant que père au foyer. Catherine a littéralement ri au téléphone avec eux. Puis elle leur a envoyé le dossier de preuves complet. L'aventure, le complot, l'implication des enfants, l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise par Bérénice. C'était accablant. Catherine m'a dit qu'ils avaient eu une réunion de règlement où l'avocat de Robert a regardé les preuves pendant 10 minutes, est devenu pâle, et a demandé une suspension. Il est revenu et a conseillé à Robert d'accepter tout ce qui était offert. Ils ont essayé une dernière prière désespérée. Ils ont affirmé qu'il y avait eu un abus émotionnel, que ma carrière très exigeante l'avait poussé dans les bras de ma sœur. La juge, une femme sans fioriture qui semblait avoir tout vu, a jeté un coup d'œil au dossier de preuves et a presque tenu Robert pour outrage au tribunal. Vous prétendez un abus émotionnel, monsieur Evans, aurait-elle dit, selon le récit joyeux de Catherine. Alors que vous documentiez votre aventure dans le bureau de votre femme, en utilisant son argent pour le faire. Sortez de mon tribunal avec ces absurdités.
Le règlement final a été brutal pour lui. Il a obtenu exactement ce que la loi exigeait et pas un centime de plus de la vente de la maison. Après que tout ait été réglé, il est reparti avec environ 200 000 $. Cela peut sembler beaucoup, mais pour un homme sans compétences professionnelles, sans expérience de travail récente, et dont la réputation était maintenant radioactive dans notre ville, cet argent ne durerait pas 2 ans, surtout avec le style de vie auquel il était habitué. Il n'y avait pas de problème de garde à régler puisque Gauthier était sur le point d'avoir 18 ans et que Sylvie était assez âgée pour faire ses propres choix. Bien que le tribunal ait noté la complicité des enfants dans cette affaire, j'ai gardé l'entreprise. J'ai gardé mes investissements. J'ai gardé mes comptes de retraite. J'ai gardé ma vie. Le drame familial élargi était un tout autre niveau d'enrichissement. Mes parents ont d'abord essayé de rester neutres. Il y a 2 côtés à chaque histoire, Caroline, a dit ma mère lors d'un appel téléphonique larmoyant. Cette neutralité a disparu dès que Catherine, sur mes instructions, leur a envoyé une version condensée du dossier de preuve. Mon père m'a appelé après cela. Il n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles. Il appelait pour s'excuser. S'excuser d'avoir élevé une fille comme Bérénice. Une ordure, selon ses mots. Il m'a dit qu'il consultait son propre avocat concernant l'héritage familial pour s'assurer que Bérénice ne verrait jamais un autre centime. C'était une mesure froide et dure, mais je l'ai comprise. Une trahison de cette ampleur change tout. La famille de Robert, en revanche, a essayé de m'attaquer sur les réseaux sociaux. Sa mère a publié une longue diatribe sur la monstre sans cœur que j'étais en abandonnant ma famille. J'ai demandé à Catherine d'envoyer une lettre de mise en demeure avec quelques pièces jointes photographiques choisies. J'ai reçu un email furieux et mal orthographié de ma maintenant ex-belle-mère que j'ai lu, dont j'ai ri, puis que j'ai transmis à Catherine avec la note, classée sous courrier de fan. Ils se sont vite tus quand ils ont vu leur fils et leur belle-sœur dans des poses tout sauf familiales. Et ma vie? Je prospérais. La nouvelle aventure de conseil dépassait toutes mes projections. J'avais déjà 3 grands projets prévus pour l'année prochaine. Je me suis inscrite à la salle de sport que j'avais choisie en ligne et j'ai commencé à travailler avec un entraîneur personnel. J'y suis allé fort. J'avais perdu 9 kilos de graisse et gagné 4,5 kilos de muscles. La colère était un puissant motivateur. Les rencontres amoureuses? Pas encore. Je n'étais pas prête, mais j'avais eu des offres. Il s'avère qu'une femme célibataire, en forme et qui réussit dans la trentaine est recherchée. Qui l'aurait cru? Je me suis acheté une nouvelle voiture, un cabriolet élégant que j'avais toujours voulu, mais que Robert avait dit être peu pratique. J'ai payé en espèces. J'ai également commencé à voir un thérapeute, pas parce que j'étais triste ou coupable. Je ne l'étais pas, mais parce que je voulais m'assurer de comprendre comment j'avais laissé cela se produire. Je voulais m'assurer de ne plus jamais manquer les signaux d'alerte. Elle m'a aidé à réaliser que je n'avais pas seulement été trahi par ma famille. Pendant des années, j'avais été trahi par moi-même en ignorant mes propres instincts. La dernière nouvelle que j'ai eue, par le bouche à oreille d'anciens amis, c'est que Robert vivait dans un appartement de 2 chambres, travaillant dans un magasin de grande surface. Bérénice dormait chez des amis, incapable de trouver du travail parce que notre industrie est petite et que tout le monde sait ce qu'elle a fait. Walter, son ex-mari, a pris leurs enfants et est retourné dans sa ville natale dans un autre état. Ils allaient bien. Les enfants, c'est la partie la plus difficile à aborder. C'est là que la colère se mélange à quelque chose qui ressemble beaucoup au chagrin. Un enterrement pour les enfants que je croyais avoir. Ce n'était pas une colère nette et simple. C'était désordonné et compliqué et cela me tenait éveillé la nuit. Mon fils Gauthier a dû se précipiter pour trouver des prêts étudiants. Son rêve d'aller à la grande université d'État avait disparu. Il s'avère que quand papa n'est pas là pour tout payer, cette bourse complète pour le Community College commence à sembler assez bonne. Il a dû prendre 2 emplois à temps partiel pour couvrir ses dépenses. Un dans un café et un autre pour approvisionner les étagères d'une épicerie la nuit. Ma fille Sylvie a dû trouver un emploi de garde d'enfants pour les voisins. Imaginez ça. Une fille de 15 ans apprenant ce que signifie réellement le travail. Ils ont tout essayé pour me contacter. Ils ont créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux. Ils ont envoyé des emails depuis de nouvelles adresses. Ils ont même demandé à leurs amis d'essayer de me joindre. Bloqué. 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 Une nuit,
j'ai vu un appel entrant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. C'était Sylvie. Maman, s'il te plaît, a-t-elle sangloté dans le téléphone. S'il te plaît, rappelle-moi juste. Tu me manques tellement. J'ai écouté le message 3 fois, ma main planant au-dessus du bouton pour rappeler. Puis je me suis souvenu de son message texte. Tout est clair. Maman est ignorante. J'ai supprimé le message vocal et j'ai bloqué le numéro. Catherine m'a transmis une lettre que Gauthier avait écrite. C'était une longue histoire de plainte sur combien il était désolé, combien il n'était qu'un enfant pris au milieu, combien Robert l'avait manipulé, combien il n'avait jamais voulu me faire de mal. Pris au milieu. J'ai lu cette phrase et j'ai senti une bouffée de rage me monter au cou. J'ai juste fixé le mur, la lettre lourde dans ma main. J'ai disséqué ces mots pour mon public, soulignant le langage passif. Il a été pris au piège, pas j'ai fait un choix. Il a été manipulé, pas j'ai choisi de croire les mensonges parce que c'était plus facile. Tu n'as été pris au piège de rien, petit connard. Tu as activement supprimé les images de sécurité. Tu étais un complice. Quelques mois plus tard, pour son 16e anniversaire, j'ai reçu une lettre de Sylvie. C'était 2 pages d'excuses, de regrets et de promesses de réparer les choses. Elle avait inclus une photo de nous de quand elle était petite. Une photo de moi la portant sur mes épaules à la plage. Une belle tentative, mais la manipulation émotionnelle ne fonctionne pas quand vous avez déjà coupé les ponts. C'était une performance de remords, pas la vraie chose. Je comprends si tu ne me pardonnes jamais, avait écrit Gauthier. Mais tu punis papa et Sylvia pour mes erreurs. Non, Junior. Je ne punis personne. Je ne subventionne tout simplement plus leur vie. Il y a une grande différence. Peut-être qu'un jour, quand ils seront adultes, quand ils auront eux-mêmes eu le cœur brisé, quand ils auront leur propre famille, peut-être alors ils comprendront la profondeur de leur trahison. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je vivrai ma vie selon mes propres termes. J'ai dû les laisser partir. Je devais le faire pour ma propre santé mentale. C'était comme amputer un membre pour sauver le reste du corps. Ça faisait mal comme l'enfer, mais c'était nécessaire pour survivre. La vie continue. C'est ce qu'ils vous disent, n'est-ce pas? Mais pendant longtemps, j'avais l'impression de simplement faire semblant. Se réveiller, aller à la salle de sport, travailler, manger, dormir, répéter. J'étais fonctionnel, même réussi. Mais il y avait un vide en moi. J'avais construit des murs autour de mon cœur si haut et si épais que je n'étais pas sûr si quelque chose pourrait jamais y pénétrer à nouveau. J'ai eu quelques rendez-vous avec des hommes gentils et normaux. Mais je n'ai rien ressenti. J'étais poli mais distante. Je ne pouvais pas baisser ma garde. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Walter, l'ex-mari de Bérénice, m'a contacté. Cela a commencé par un email. Il voulait juste me remercier de lui avoir dit la vérité. Il a dit que c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais traversée, mais savoir était mieux que de vivre dans le mensonge. Cet email unique s'est transformé en 2, puis en longues conversations par SMS. Nous étions 2 survivants du même naufrage, comparant nos notes. Nous avons parlé de nos ex, de la trahison. Mais nous avons aussi commencé à parler d'autres choses, de son amour pour l'histoire, de ma passion pour la construction de marques, de nos enfants, de se sentir perdu dans la trentaine. Il m'a dit quelque chose lors d'un de ses appels tardifs qui m'a glacé jusqu'aux os. Il a dit que dans le bazar de leur divorce, Bérénice avait tout avoué. Elle et Robert complotaient depuis des années. Ils n'attendaient pas seulement que mon entreprise grandisse. Ils attendaient que mes parents meurent. Mon père avait un problème cardiaque et ils savaient que j'étais la principale bénéficiaire de leur testament. Ils attendaient de mettre la main sur mon héritage aussi. Et les enfants connaissaient cette partie du plan aussi. Cette petite information a effacé toute trace persistante de doute que j'avais sur mes décisions. Ce n'était pas une erreur. C'était un complot. Après quelques mois de discussion, Walter a mentionné qu'il pensait à un changement. Le district scolaire était un désastre et il voulait un nouveau départ pour lui et ses enfants. Ma nouvelle ville, a-t-il noté, avait l'un des meilleurs systèmes scolaires publics du pays. Était-ce désordonné? Peut-être. Est-ce que ça m'importait? Non. Il a déménagé ici le mois dernier.
Nous y allons doucement. Nous nous sommes rencontrés pour un café. C'était gênant au début. Deux personnes connectées par un traumatisme laid. Mais ensuite, nous avons commencé à parler et c'était facile. Il était gentil, drôle et décent. C'est agréable d'être avec quelqu'un qui a de l'intégrité, quelqu'un qui comprend. Nous ne sommes que des amis pour l'instant, mais c'est une fondation. J'ai acheté une maison. Rien de chic comme mon ancienne, mais elle est à moi. 3 chambres, 2 salles de bain, une piscine et un bureau à domicile dédié où je peux travailler sans que quelqu'un me harcèle à propos du bruit. J'ai même commencé à enseigner un petit cours de commerce à temps partiel au community college local. C'est agréable de redonner, d'aider les jeunes gens ambitieux à éviter certaines des erreurs que j'ai commises. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. J'ai commencé la boxe. Il y a quelque chose d'incroyablement thérapeutique à frapper un sac lourd quand on imagine certains visages dessus. Je me suis fait des amis solides à la salle de sport, des gars et des filles qui valorisent l'honnêteté et le travail acharné. Le divorce a été finalisé il y a 2 mois. Le divorce le plus propre que Catherine ait jamais vu, selon elle. Pourquoi? Parce que les preuves étaient si accablantes. Il ne restait rien à contester. Les gens demandent si je le regrette, si je regrette d'être devenu nucléaire, si j'aurais dû essayer des conseils, essayer de pardonner, essayer de garder la famille unie pour les enfants. Voici ma réponse. Au diable, non. Ils n'ont pas seulement trompé. Ils ont conspiré. Ils ont comploté. Ils ont fait de moi une idiote dans ma propre maison, avec mon propre argent. Mes enfants, les 2 personnes pour qui je serais morte, me regardaient droit dans les yeux tous les jours et ils mentaient. Ils ont aidé leur père à me trahir. Ils savaient à quel point j'avais travaillé dur pour eux, pour notre vie, et ils ont craché dessus. Certaines personnes pourraient pardonner cela. Certains pourraient dire, gardez la famille unie quoi qu'il arrive. Ces personnes sont meilleures que moi. Ou peut-être sont-elles plus faibles. Cela dépend de votre perspective. J'ai choisi moi-même. Pour la première fois en 19 ans, j'ai choisi moi-même. Et je n'ai aucun regret. Il y a 2 semaines, sans prévenir, mon nouveau téléphone a sonné. C'était un ancien numéro que j'avais oublié d'avoir donné au cabinet de notre dentiste il y a des années. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. C'était Robert. Je ne sais pas comment il a eu le numéro. Sa voix était différente, plus fine, vaincue. Caroline, s'il te plaît, a-t-il dit. J'ai failli raccrocher, mais j'ai écouté. Je voulais l'entendre. Tu as tout détruit, a-t-il dit, sa voix se brisant. Les enfants me détestent. Je ne trouve pas de travail décent. Ta sœur ne me parle même plus. J'ai tout perdu. J'ai attendu une seconde. Ma propre voix, quand elle est sortie, était calme et stable. Je t'aimais, a-t-il dit. Et cela semblait pathétique. Je me suis vraiment. Je me suis confus. Pendant 2 ans, ai-je demandé. Le silence à l'autre bout de la ligne a été ma réponse. Je pouvais entendre sa respiration, un son tremblant et superficiel. Finalement, il a posé la question que je savais venir. Es-tu heureuse? Détruire notre famille en valait-il la peine? Et c'est là que tout est devenu parfaitement clair. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais que de la pitié. Je n'ai pas détruit notre famille, Robert, ai-je dit. Et chaque mot semblait vrai. Tu l'as fait quand tu as couché avec ma sœur. J'ai juste documenté cela. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Et pour être sûr, j'ai trouvé un nouveau dentiste le lendemain. Alors, c'est mon histoire. J'ai maintenant 39 ans. Recommencer n'a pas été facile, mais bon sang, ça en valait la peine. J'aurais pu être la personne plus mature. J'aurais pu pardonner. J'aurais pu prétendre que la trahison ne m'avait pas blessé autant qu'elle l'a fait. Mais pourquoi? Pour sauver une famille qui a conspiré contre moi? Pour apprendre à mes enfants que la trahison n'a pas de conséquences? Pour montrer à mon mari qu'il pouvait coucher avec ma sœur et toujours vivre dans ma maison et dépenser mon argent? Non, merci. J'ai choisi la terre brûlée. J'ai choisi les conséquences. J'ai choisi de montrer à toutes les personnes impliquées que je ne suis pas la fournisseur faible et inconsciente qu'ils pensaient que j'étais.
Et je le referai en un clin d'œil. À toute femme qui lit ceci et qui traverse quelque chose de similaire, vous ne devez le pardon à personne. Vous ne leur devez pas une seconde chance. Vous ne leur devez pas l'accès à la vie que vous avez construite. S'ils vous trahissent, brûlez tout et construisez quelque chose de mieux sur les cendres. Et à ma famille ex, si vous lisez ceci d'une manière ou d'une autre, vous pensiez me connaître. Vous pensiez que je ne le découvrirais jamais. Vous vous êtes trompé. Profitez du lit que vous avez fait. Je serai dans le mien, dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle ville, vivant ma meilleure vie sans vous.